Qu'est-ce que tu sais à propos de ton père, à propos de ta mère? Tout ce que tu connais d'eux, c'est ce que tu as pu voir de tes propres yeux. Qu'est-ce que tu connais de leur jeunesse, mis à part ce que l'on veut bien t'en dire? Ou que, justement, tu dois deviner à partir de ce qu'on ne te dit pas. À croire que leur passé a disparu dans une faille temporelle. Ton père était-il un yes life accompli? Un drogué décadent? Un intellectuel dont le seul hobby consistait à lire le Figaro en écoutant des classiques d'opéra? Ou encore un prodige du sport, ayant manqué une carrière professionnelle d'un cheveu, dû à une terrible blessure qui l'a contraint à travailler pour le restant de ses jours dans un bureau où il fait des tableurs Excel de 8h à 16h. Mais en tout cas, sache une chose, il n'était pas aussi débile que toi, et ça il te le fait bien comprendre à chaque fois que tu sors un peu trop du rang. Que la sanction prenne la forme de coups de balai ou de privation de dessert, même combat. Dans la société traditionnelle, en général, tes parents ne sont pas tes potes, ce sont tes parents. Cette barrière empêche la comparaison entre eux et toi et crée une distance hiérarchique qui facilite l'éducation des enfants. Mes parents m'ont donné une bonne éducation. Cette phrase, tu l'as sans doute souvent entendue. Elle ne peut exister que dans un monde où les parents font figure de modèle, car ils incarnent les valeurs qu'ils te transmettent. Donc si tu les chéris, leur obéis et les respectes, c'est parce que tu n'as aucune raison de douter qu'ils n'ont pas toujours été exemplaires. La présomption d'innocence est un outil rhétorique magnifique. Sauf que nous nous apprêtons à pénétrer dans une période sombre, où il va se produire un véritable cataclysme. Car désormais c'est à ton tour. Ce sont les membres de ta génération qui vont avoir le rôle de parents pour la nouvelle génération. Mais est-ce que les préceptes qu'on vient de voir vont pouvoir s'appliquer dans ton cas? Si soudain, tous les relents peu glorieux de ton passé, que tu as essaimés sur le web, ressurgissent pour venir te hanter. Ton fils à toi, tu sais l'espoir de l'humanité, cet enfant que tu as élevé pour conquérir le monde et perpétuer l'espèce. Comment arriveras-tu à exercer ton autorité parentale sur lui si d'un coup on t'arrache toute ta crédibilité? Déjà, si on récolte ne serait-ce seulement que toutes les publications que tu as toi-même partagées dans une période sombre de ta vie et qui sont toujours rétrospectivement plutôt honteuses. On peut déjà créer des scandales rien qu'en déterrant ces vieux dossiers. Et je ne parle pas des simples photos où on te voit coûter de ta tenue de prince. À savoir, un jogging moulant de la Juventus, une coupe de cheveux folklorique, tirant nerveusement sur une clope le tout légendé d'une citation de PNL. Non, je parle d'une menace beaucoup plus insidieuse, qui comprend en fait tout le reste. Imaginez si toute votre activité qui est censée rester dans la sphère privée, que ce soit votre messagerie électronique, vos conversations privées sur les messageries instantanées, vos historiques de recherche, et plus généralement l'ensemble de votre activité internet, qui sont détenus par une poignée d'acteurs du numérique, étaient soudain accessibles à tout le monde. Tout ce que tu as fait dans cette jungle sauvage qu'on nomme Internet. Quand tu l'as fait et pourquoi tu l'as fait. Le mystère s'est envolé en recoupant toutes ces informations. Si bien qu'on pourrait dresser ton portrait robot socio-psychologique qui ne laisserait aucune place au doute. Ce constat est bien plus objectif que l'opinion que tu te fais à propos de toi-même. Qui, on le sait déjà depuis un certain temps, n'est rien de plus que l'histoire fictive que chacun d'entre nous se raconte vis-à-vis de lui-même. Mais désormais, on a la possibilité de décrypter ton comportement. Et donc, tu n'as d'autre choix d'admettre qu'il est désormais possible que quelqu'un d'autre te connaisse bien mieux que tu ne te connais toi-même. Le plus ancien récit écrit qu'on a retrouvé, c'est l'épopée de Gilgamesh. Et les histoires les plus emblématiques de l'histoire de l'humanité sont peut-être celles de l'Iliade et de l'Odyssée. Depuis tout ce temps, les mythes n'ont que peu évolué. Ils suivent toujours la même structure qui a été théorisée par Campbell. Un héros s'aventure à quitter le monde du quotidien pour un territoire au prodige surnaturel. Il y rencontre des forces fabuleuses et y remporte une victoire décisive. Le héros revient de cette mystérieuse aventure avec la faculté de conférer des pouvoirs à ses proches. Quand on compare les best-sellers contemporains aux récits antiques, on s'aperçoit que le fond reste le même. Le héros suit toujours ce voyage initiatique. On a juste changé le nom des héros. Les guerriers courageux d'hier sont désormais des entrepreneurs qui créent des startups. Ulysse et Achille ont laissé la place à Steve Jobs ou Elon Musk. Mais dans les deux cas, cela reste les mêmes histoires mythifiées qui existent depuis la nuit des temps. Mais est-ce que ces biographies seront toujours aussi trépidantes quand on se verra obligé de réduire drastiquement la part de subjectivité présente dans ces histoires? Désormais, il faudra se contenter d'exploiter un contenu factuel. À savoir l'historique des activités sur le net de tous ces grands entrepreneurs et essayer de structurer tous ces faits de façon à créer une aventure épique. C'est un peu comme si vous deviez créer et rendre intéressant la série Viking en étant contraint de retranscrire scrupuleusement la réalité historique factuelle. En fait, c'est ce qu'on appelle un documentaire qui est souvent bien moins sexy qu'une série Netflix. D'une manière plus générale, à quel point le monde sera bouleversé si un petit malin s'amuse à stocker tous vos extraits de vie peu glorieux qui montreront de manière explicite que vous êtes un psychopathe, et bien sûr vous n'aurez aucun moyen de justifier tout cela, car les preuves sont les preuves. Et non, le fait que tout le monde soit logé à la même enseigne ne va pas effacer ton sentiment de honte quand ces attitudes compromettantes vont ressurgir. Le résultat, je vais te le donner. Le bénéfice du doute au niveau de l'exemplarité est bafoué. Dans l'épisode Stop Club de la série South Park, un groupe de musique anti-tabac trop optimiste vient faire une animation devant les élèves de l'école primaire de South Park, pour les sensibiliser sur les dangers de la cigarette. Leur argument principal étant que si les élèves refusent de fumer, ils pourront devenir comme eux lorsqu'ils seront grands. Malheureusement, la prestation du groupe de musique est jugée comme craignos par les enfants de la bande, et ils commencent donc sur le champ à fumer juste pour éviter de ressembler à ces ploucs. Qu'est-ce que tu fais quand une personne que tu méprises te donne des directives? Eh bien, exactement le contraire. Combien serais-tu prêt à payer pour éviter cela? Combien Carlito aurait-il prêt à payer s'il avait pu faire en sorte que la blackface ne sorte jamais? Dans ce cas, l'élasticité au prix est nulle. Tu seras prêt à payer autant qu'il le faudra. Car la peur du déshonneur, c'est la peur ultime d'être ostracisé. Elle est plus forte que tout. Tu seras donc sûrement prêt à toutes les folies, même si cela n'a rien de rationnel. À travailler jusqu'à la fin de tes jours pour reverser une partie de ce salaire, pour contenter les truands qui te feront du chantage.
Ou bien peut-être qu'au contraire, au bout du rouleau, tu lâcheras prise. À quoi bon? Tu joueras la carte légitime du déterminisme. Je ne suis pas à l'origine de mes pensées et de mes aspirations, donc je ne suis pas responsable mais une victime de mes propres actes. Mais tout de même, tu seras contraint de te coaliser avec le rebut de ton espèce en manque de respectabilité. Celui que vous êtes aujourd'hui est sûrement bien différent de celui que vous étiez hier. Et il serait injuste de vous juger au regard de vos actions passées. Et pourtant ce n'est pas aussi simple. Car on juge chez les autres une identité auquel on est obligé d'octroyer une certaine forme de constance. C'est le principe de la prison à perpétuité. Et non, pour votre gouverne, la prison à perpétuité ne peut pas être considérée comme un remboursement de dette envers la société. Car un prisonnier est objectivement un poids pour le contribuable. Donc au contraire, si on raisonnait dans ce sens, pour rembourser sa dette, il faudrait justement sortir de prison pour participer à l'effort collectif et maximiser son utilitarisme. Alors que ce n'est pas cela qui se passe dans les faits. L'acte qu'on a commis dans le passé est jugé comme si grave que même dans le cas où votre personnalité aurait changé, et même si rien ne prouve que vous commettriez à nouveau les mêmes actes si on vous laissait sortir, on juge qu'il y a chez vous quelque chose de fondamentalement mauvais, et qu'il est trop risqué de vous laisser interagir librement avec les autres membres de la société. Pour en revenir à notre cas, ce passé dérangeant a été votre présent à un moment donné et fait donc partie de votre identité. Et dites-vous qu'il n'y a aucune raison pour que cela ne se monnaie pas un jour ou l'autre. Il est probable que l'émergence des premières civilisations soit un système entièrement construit autour de l'extorsion. Les premiers rois n'étaient au départ que les chefs de bandes de voyous qui menaient des guerres dans le but de soumettre des populations, qu'ils retenaient ensuite prisonniers dans les cités-états, entourés de murailles non pas pour les protéger, mais plutôt pour les empêcher de s'enfuir. Ils forçaient donc leurs détenus à se sédentariser dans une cité où ils étaient condamnés à pratiquer l'agriculture intensive, car ils avaient l'obligation de reverser une partie des récoltes aux tyrans. Ce racket systématique qu'on appelle l'impôt. La culture des céréales permet d'avoir une unité facilement transportable, conservable et quantifiable. Et l'arrivée des premières formes d'écriture permet de procéder à une gestion de la comptabilité à plus grande échelle. Puis après, au cours des siècles qui ont suivi, d'autres bandes de voyous se sont calquées sur ce modèle, comme la fameuse mafia italienne, qui, moyennant un tribut, assure la protection de votre établissement commercial. Ce business model du racket a donc fait ses preuves à travers les âges, et il est encore d'actualité aujourd'hui. Peut-être que la vraie raison de l'hégémonie de ces entreprises dont nous entendons parler à longueur de journée, qui se reflète notamment par leur valorisation en bourse, ces valorisations en bourse qui, rappelons-le, traduisent des pronostics vis-à-vis du futur. Et si le futur radieux qu'on prévoit pour ces entreprises n'était en fait que pour vous et moi, la menace qui plane de la divulgation de nos données qu'elles collectent en permanence. Alors voilà ce qui pourrait être le drame de notre époque. Ôtez l'aura du patriarche et de la matriarche. Tout s'écroule, car la société repose d'abord sur des dynamiques intrafamiliales qui se régulent par un mécanisme d'endettement totalement ancré dans notre fonctionnement culturel. Lorsque les enfants vulnérables sont entretenus par leurs parents, ils engrangent une dette qu'ils devront rembourser lorsque les courbes vont se croiser, que leurs parents vont vieillir et que ce sera à leur tour d'être vulnérables. Leurs enfants devront alors les prendre en charge. Aujourd'hui, ce processus rentre en conflit avec le fait que nous avons la possibilité de survivre jusqu'à un âge très avancé, et cela crée un conflit entre la rationalité et le devoir moral. Pourquoi faisons-nous des enfants? Au niveau de la révolution agricole, chaque enfant était rentable. Oui, rentable, c'est le mot. Car le passage à une alimentation céréalière a permis de réduire la période de bas âge. On n'était plus obligé d'allaiter les enfants aussi longtemps, car on pouvait les nourrir avec de la bouillie de céréales. Et donc, après une courte période de dépendance, ils devenaient une main-d'œuvre utile pour les travaux agricoles. Mais aujourd'hui, les mœurs ont changé, et à première vue, il n'y a aucune rationalité dans le fait de procréer. Oui, de notre point de vue de conscience d'espèce, il faut des générations futures pour préserver et faire progresser l'humanité. On ne sait jamais trop pourquoi d'ailleurs. Quel est le but dans l'absolu? Bref, dans tous les cas, on continue de se reproduire, comme on l'a toujours fait, et comme tous les animaux le font, sans jamais se poser la question du pourquoi. Comme quand le petit prince se rend sur la planète du businessman, qu'il compte encore et encore, alors bien même qu'il a oublié ce qu'il comptait. Dans le monde occidental, a priori, les enfants sont objectivement une charge, et n'ont que peu d'utilité pour améliorer la vie de leurs parents. Est-ce qu'un enfant maximise vraiment notre bonheur en nous apportant plus de plaisir que de souffrance? Rien n'est moins sûr. Et pourtant, les Occidentaux continuent à perpétuer la vie. Bien des philosophes ont dû se pencher sur la question. Mais il y a deux explications qui sortent du lot. Première théorie, l'être humain est animé par ce qu'on appellera pompeusement la volonté de l'espèce. L'émanation la plus brute de cette volonté, c'est le sexe, la pulsion reproductrice. L'amour n'étant que la représentation moralement acceptable de ce désir bestial. Et alors que la vie n'est que souffrance, nos désirs permanents en sont la preuve. Le désir traduit précisément le fait qu'on n'arrive pas à se contenter de ce que l'on a. De plus, on entrevoit une angoisse permanente, car on est capable d'entrevoir des réalités alternatives. Par exemple, le monde qui continue à tourner malgré notre disparition. Malgré cette idée terrorisante de la mort qui nous accompagne constamment, nous continuons irrationnellement à transmettre cette vie de souffrance, car la pulsion sexuelle est trop forte. L'anticipation du plaisir créé est trop irrésistible. Et on accepte la rançon, c'est-à-dire que cette relation charnelle aboutit sur un enfant. Puis arriva la contraception. L'hypothèse paraissait séduisante pourtant. Et maintenant, grâce à la culture, on a la possibilité de séparer l'activité charnelle de l'activité reproductrice. Et pourtant, les gens continuent de se reproduire. Deuxième postulat, justement la stratégie que mettent en place les humains qui ont conscience de leur mort physique, c'est de tenter de devenir immortels de manière symbolique en laissant une trace de leur passage sur Terre. Et faire en sorte que son influence demeure par exemple en faisant un enfant qu'il va éduquer en lui inculquant ses valeurs. Troisième hypothèse, la vie a pour seul sens celui qu'on lui donne.
Et par conséquent, cette liberté implique aussi d'avoir la responsabilité totale sur notre vie et sur ce qui nous arrive. Dès lors, cette liberté qui nous rend responsables peut devenir un fardeau. Alors on essaye de se fondre dans une fonction, comme la femme qui devient mère de famille et l'homme père de famille. Ainsi, on tente de dissoudre notre liberté en intégrant un archétype. Et on n'a plus qu'à se laisser porter en faisant ce que la société attend de nous, faire ce que font tous les autres membres du groupe, c'est-à-dire tous les autres parents, sans plus se poser de questions. Ces deux derniers mécanismes inconscients font sûrement partie de l'équation, mais la vraie raison n'est-elle pas plus simple? Pour illustrer cela, petit retour quelques mois en arrière, à l'orée du cataclysme, qui vient atténuer les deux principales inquiétudes qu'ont les sociétés occidentales vis-à-vis du futur. Premièrement, c'est faire face à la population grandissante au niveau mondial, arriver à contenter ces gens toujours plus nombreux, tout en essayant de préserver le milieu. Deuxièmement, si on réalise un focus sur la France, c'est le système de retraite. Pour avoir droit à ton tour de profiter paisiblement de la fin de ta vie, tu dois d'abord toi-même travailler pour financer la retraite de tes aînés. Sauf qu'avec le vieillissement de la population, il y a un gros déséquilibre de ratio. Pour chaque travailleur qui cotise, il y a toujours plus de retraités à financer. Et là, d'un coup de baguette magique, ce fléau arrive à la manière d'un missile téléguidé. Il touche précisément ces populations qui posent problème. De manière caricaturale, il tue les vieux les plus faibles et les plus coûteux, et épargne les enfants. De plus, il est très contagieux, ce qui sature les centres de soins, oblige donc à faire des choix. Qui on essaie de sauver et qui on va laisser mourir. Spoiler alerte, les pauvres qui sont facilement remplaçables, et les plus vieux qui sont des fardeaux. Boum, d'une pierre deux coups, ce serait diaboliquement rusé. Le petit congrès de milliardaires qui gouverne le monde en secret a trouvé une manière insidieuse de faire d'une pierre deux coups. Car rappelez-vous que ce sont d'effroyables transhumanistes qui aspirent à l'immortalité. À quoi bon vivre indéfiniment si la Terre est plongée dans le chaos et qu'ils ne peuvent même plus jouir de leurs privilèges durement acquis? Le plan est génial. Tous les fameux rationnels, les chiens de garde vont s'assurer de vous ridiculiser si vous remettez en doute la version officielle. À savoir, c'est la faute à pas de chance. Car après tout, même si le virus a été fabriqué en laboratoire et sciemment propagé, les dommages qui peuvent paraître cruels sont globalement bénéfiques, surtout pour les élites. Mais contre toute attente, cette bénédiction rentre en conflit avec l'idée qu'il y a derrière toute notre philosophie. Le sacro-saint humanisme. La vie humaine est inestimable et doit à tout prix être sauvegardée. Et surtout, la dette doit être préservée. Je m'explique. Pensez à la gestion des EHPAD et l'hypocrisie qu'il y a derrière. Lorsqu'on vieillit, on peut perdre en autonomie jusqu'à un point où il devient trop compliqué pour les descendants de s'occuper de manière directe de leurs parents. Ils ne peuvent pas rembourser leurs dettes eux-mêmes et sont contraints de déléguer la prise en charge réelle en échange d'une contrepartie financière. Personne ne blâme personne. Car à un moment donné, il devient trop coûteux de mettre tes autres obligations, ta vie de côté pour t'occuper de ton aïeux, jusqu'à ce que sa mort vienne vous libérer. Parce que c'est bien la finalité de l'EHPAD. Annuler la dette avec la mort. Et pourtant, quand une maladie arrive et menace juste de raccourcir cette échéance, on se met à faire des pieds et des mains pour sauver tout le monde, coûte que coûte. Les héros du personnel des EHPAD mettent tout en œuvre pour protéger tous ces locataires vulnérables pour lesquels ils ont un fort attachement. Cette sympathie qu'ils ont mis en avant à chaque fois qu'ils étaient interrogés par les médias. Très louable. Mais est-ce l'unique facteur? Comme JP Morgan l'a si bien dit, il y a la bonne raison et la vraie raison qui nous poussent à agir. Et si en l'occurrence la vraie raison c'était protéger leur gagne-pain, car c'est sans doute la dure vérité du monde. Les ostéopathes vivent grâce au mal de dos de leurs patients, les prostituées sur la misère sexuelle de leurs clients. Si tous les vieux meurent d'un coup, ce serait terrible. Au niveau microéconomique pour tout le personnel des EHPAD, et plus généralement pour tous les acteurs économiques en charge de les accompagner jusqu'à leur mort. Mais d'après ce que j'ai dit auparavant dans la vidéo, on pourrait penser qu'au niveau global ce serait plutôt profitable, puisqu'on se débarrasserait d'une partie des vieux qui sont un fardeau économique. Eh bien en fait c'est tout le contraire, car cette économie de l'affection est un des socles sur laquelle repose la culture de notre société, et qui constitue la vraie raison qui nous pousse à continuer à faire les enfants. L'économie de l'affection est plus complexe que ce qui n'y paraît. À la gratuité du don qui n'attendrait en retour que le sentiment altruiste d'avoir accompli un devoir de solidarité, s'opposerait l'utilitarisme de l'échange marchand, où est la seule satisfaction de besoins matériels et la quête égoïste de profit. À la relation morale entre donateurs généreux et donataires reconnaissants, s'opposerait l'indifférence fonctionnelle entre vendeurs et acheteurs. Contrairement à ce qu'on croirait observer instinctivement, les relations familiales ne relèvent pas du communisme fondamental, basé sur un principe du don. De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Le don apparemment généreux fonctionne au sein d'une logique de marché. Car, comme Marcel Mauss l'a théorisé, le don n'est jamais désintéressé. On attend en retour un contre-don. L'intervalle temporel entre don et contre-don a pour fonction de faire écran en masquant ce mécanisme du donnant-donnant, qui n'est en réalité ni plus ni moins qu'un acte de crédit. Quand on prend en compte tout le temps et les ressources dépensées par les parents pour l'éducation de leurs enfants, on peut se demander que pourra bien de la compensation de ce crédit. Et la réalité est bien dure. Cette dette, on ne pourra jamais la rembourser totalement. C'est précisément pourquoi nos parents ont autant d'ascendant sur nous. Il n'y a pas forcément de réciprocité dans cette relation. Au contraire, la hiérarchie naît précisément de l'impossibilité de rendre l'appareil, de manière exacte. Cette dette existentielle finit toujours par devenir un moyen de justifier ou de revendiquer des structures d'autorité. Selon Adam Smith, les plus anciennes et primitives relations entre individus sont entre vendeurs et acheteurs, entre créanciers et débiteurs. Car la pensée humaine et le langage sont le produit de notre penchant inné à faire des échanges, une chose contre une autre. Car l'homme est d'abord un animal estimateur de valeur par excellence. Et donc Frédéric Nietzsche repart de ce postulat. Si la nature humaine c'est d'être un animal estimateur par excellence, lorsqu'on appréhende nos relations avec les autres, on imagine nécessairement les termes contractuels de cette relation, non? Donc au départ, nos idées sur la responsabilité vis-à-vis des autres prennent forme en termes strictement commerciaux. Mais contrairement à Smith, Nietzsche pense qu'il est impossible d'avoir un monde où toutes ces transactions s'annulent entre elles. Il y aura toujours des créanciers et des débiteurs, et c'est cela qui va produire la fameuse morale humaine.
Dans notre inconscient, nous sommes conditionnés à rembourser nos dettes coûte que coûte. La morale et l'honneur avant la rationalité. L'humanité prospère car elle est prise dans cet engrenage. Pour que le monde continue de tourner, chaque pseudo-don doit être compensé par un autre. Mais jamais exactement, légèrement supérieur ou légèrement inférieur. De sorte que les gens continuent d'être redevables entre eux. Sinon, c'est la fin des relations sociales. Sinon, ça tue le lien. Dans notre cas, c'est cette morale qui nous pousse parfois déraisonnablement à maintenir le plus longtemps possible une situation inversée, où les parents deviennent dépendants à leur tour après avoir longuement contribué. Et même en passant par ce procédé, et malgré tous nos efforts, on ne pourra jamais rendre totalement à nos parents ce qu'ils ont fait pour nous. Donc, on se voit incité à surcompenser. C'est-à-dire faire un enfant à notre tour et lui consacrer du temps et des ressources. Et c'est ainsi que l'humanité se perpétue, grâce à la dette, qui est le moteur de la continuité humaine.